très heureuse d'être ici aussi ce soir. Et vous allez voir, j'ai changé le titre de ma présentation. J'enseigne l'agilité dans le project management et je me suis dit le titre me plaisait pas, donc j'ai pris la liberté de le changer encore un petit peu et de l'adapter mieux à la soirée. Je suis là pour vous parler un peu des communautés. Donc bravo aux organisateurs, merci pour l'invitation parce qu'on voit le sujet. On va de plus en plus aux profondeurs de ce que font les jeux vidéo ou ce que sont les gamers finalement. Et j'ai essayé de vous parler des gamers comme créateurs de communautés parce qu'ils sont extrêmement innovateurs, précurseurs dans ce domaine. Alors très rapidement, pourquoi je suis là? Je suis tombée dans le jeu vidéo il y a 20 ans, un peu par hasard, et puis j'y suis restée. J'ai eu la chance de travailler pour une très bonne société qui s'appelle Ubisoft, que j'ai vu grandir, que j'ai aidé à grandir en Allemagne. Et en fait, à chaque fois que maintenant je suis professeure à l'université de Cologne et j'enseigne l'entrepreneurship et le marketing et la vente et le project management à des développeurs de jeux. Et à chaque fois que je rajoute une photo là-dessus, je m'aperçois que je rajoute une communauté, je rajoute quelque chose que j'ai en commun avec d'autres. Alors maintenant, je suis une ex-Dubi, il y en a beaucoup, dans toute la France, dans le monde entier, je dirais. Je suis une conseillère du commerce extérieur, je suis une Française qui vit en Allemagne. Il y a plein de communautés qui s'ajoutent et qui finissent ma personnalité. Et c'est ça qui est intéressant de regarder. Et maintenant, on va regarder un peu au niveau des gamers comment ça se passe. Alors, je suis un peu professeur maintenant, alors je vous mets quelques petites définitions. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de communauté? On parle de société. Quand on parle d'une société, on parle de gens qui ont des communautés, qui partagent quelque chose de géographique, un territoire, et qui partagent des règles politiques, un système politique. C'est quelque chose de bien particulier, une société. Quand on parle d'un réseau social, on en a déjà parlé un petit peu, en fait on parle d'une somme d'acteurs. C'est une façon de décrire un réseau social, c'est une façon de décrire une structure. Ce sont des acteurs avec des liens entre eux, et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça finalement. Et puis après, on parle de communauté. Quand on parle d'une communauté, on parle de gens qui sont ensemble et qui, en fait, partagent des valeurs. Je vais changer le microphone parce que c'est pas... Finalement, je préfère marcher. Ça va? Merci. On va parler de gens qui partagent des valeurs, qui ont quelque chose en commun. C'est quelque chose... Une communauté, on veut y participer. Il y a quelque chose qui est important. On veut aider. C'est important pour comprendre comment ça marche. Il y a je crois qu'il est américain, il dit qu'il suffit d'avoir des valeurs en commun et on peut avoir une communauté. Une communauté, il faut falloir y participer et aussi il faut qu'elle soit reconnue par ceux qui vont y participer. C'est quelque chose de volontaire. Donc en fait, quand on compare dans une société, ce sont des gens qui sont différents et qui sont un peu obligés de rester ensemble finalement, alors qu'une communauté, ce sont des groupes de personnes qui restent ensemble, bien qu'ils soient différents, parce qu'ils le veulent et parce qu'ils ont des valeurs en commun. Donc il y a un philosophe allemand qui a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a dit, en fait, dans une société, vous êtes un peu obligé d'y rester. Vous pouvez changer de société, c'est plus compliqué. Une communauté, vous le choisissez. Et vous choisissez dans quelle communauté vous allez appartenir. Alors ce que j'ai fait pour vous ce soir, c'est que j'ai regardé un peu qu'est-ce que c'est les communautés? Parce qu'en fait, à force quand on est plus de 20 ans dans le jeu vidéo, on a un peu tendance à avoir des lunettes jeux vidéo. On ne se rend pas compte de ce qui est particulier des fois. Donc c'est toujours très intéressant de faire un pas en arrière et de se dire mais qu'est-ce que ça fait? Pourquoi c'est intéressant de parler des gamers? Et quand on a commencé à parler avec Stéphane de cette soirée, je lui ai dit mais bien évidemment, un des trucs qui est super intéressant et où on est extrêmement précurseur, c'est les communautés. Mais alors pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qu'elles font les communautés de gamers qui font qu'elles sont particulières? J'ai oublié la salle sur comment regarder des communautés. Parce que quand on parle de communauté, évidemment, si on revient en arrière, je reviens chez Julien, il y a eu un moment, il y a des communautés qui sont offline complètement. Quand on parle de communauté, on ne parle pas forcément de online. On parle de valeurs communes. Donc, les communautés, c'est une valeur commune. On est infrastructure. Pour une communauté offline, en général, on est un endroit où on se rencontre. Ce soir, c'est un endroit où on se rencontre. Les communautés
de joueurs de tennis, ils ont leur clubhouse où ils vont se rencontrer. Il y a un intérêt commun, il y a quelque chose qu'on fait en commun, c'est là où on se rencontre. Quand on est dans une communauté online, ou mélangée online et offline, on va avoir besoin d'une technologie. Et souvent, c'est un peu confondu, les technologies qui servent à faire de la communauté par rapport aux communautés. Il y a juste besoin d'une plateforme, de quelque chose qui permet l'échange, qui permet de se rencontrer de façon virtuelle et qui permet d'échanger. Donc ça, c'est une technologie qui existe, vous en connaissez plein comme moi, qui fait que les communautés online peuvent se rencontrer. Mais ce qui est intéressant dans les communautés, c'est que c'est une question d'identification, une question de confiance. Quand on veut appartenir, quand on appartient à une communauté, on veut de la confiance, c'est quelque chose pour lequel on va se... Désolée pour le terme anglais, commitment. Je ne sais pas comment... S'engager, de l'engagement, merci. C'est quelque chose où c'est très personnel. C'est de la believe, excusez-moi le français, c'est un peu compliqué, ça fait longtemps que j'habite en Allemagne, c'est de la croyance. Et dans les communautés online, des fois les communautés online sont un peu vues comme un autre endroit. Alors on peut aller dans des communautés, il y a des communautés qui sont mélangées, par exemple une salle de classe. Vous êtes offline, maintenant tous les gens qui ont des enfants savent, pratiquement toutes les classes ont des groupes WhatsApp. Donc on est offline ensemble avec son professeur, on est avec ses élèves, on est avec ses camarades de classe. C'est une communauté offline. Il y a le groupe WhatsApp de la classe. Et le groupe WhatsApp de la classe, il a des façons de communiquer qui souvent sont différentes que celui de la classe offline. On n'a pas tout à fait le même comportement entre les deux. Parce que il y a un concept qui est né du online, cette identity 2.0. On a une autre identité en ligne. Alors il y a des communautés en ligne qui demandent qu'on soit similaire. On veut se représenter comme on est dans la vie courante. Mais il y a des communautés online aussi qui demandent qu'on soit différent ou qui laissent être différent. On peut être une autre personnalité. Les jeux, évidemment, sont un très bon exemple pour ça. On peut être une autre personnalité online si on veut. On va choisir un avatar, on va choisir de se représenter différemment. On peut, mais dans d'autres domaines que les jeux, on peut se représenter différemment. Il y a même des communautés qui interdisent d'être comme on est dans la vraie vie, parce qu'ils veulent mettre un espèce de filtre qui peut enlever peut-être les préjudices, qui peuvent enlever certaines ségrégations. Donc, est né ce concept de l'identité 2.0. C'est quoi l'identité 2.0 ? C'est l'identité que vous avez avec ce que vous publiez online. Donc, ça va être les photos, les vidéos, vos web, tout ce que vous allez commenter. Ça va être ce qui va vous donner votre identité online. On va revenir un peu plus tard sur le bien, le mal ou le peut-être de tout ça. Pourquoi c'est important de parler des communautés ? Juste une petite remarque, parce que c'est ce que je vous ai dit en entrant. Ça influence toutes les décisions qu'on prend dans la vie. Rarement, vous êtes tout seul dans votre coin et vous prenez une décision. Quand vous allez prendre une décision sur l'achat d'un jeu, évidemment, mais aussi sur l'achat d'une voiture, sur l'école de vos enfants, quoi que ce soit, vous allez parler avec d'autres. Vous allez utiliser les liens que vous avez dans ces communautés. Et plus la décision est importante et va avoir des conséquences pour vous, plus vous allez aller chercher loin pour pouvoir rassembler des informations. Donc, on est tout le temps baigné dans ces communautés. Alors, où on retrouve des communautés de gamers ? Alors ça, c'était quand j'ai commencé dans l'industrie des jeux vidéo. Jouer à un jeu, c'est toujours mieux quand on joue contre quelqu'un en chair et en os. Parce que c'est beaucoup plus drôle de gagner dans ce cas-là. C'est bien de jouer contre une intelligence artificielle, mais c'est quand même vachement mieux de jouer contre quelqu'un. Et ça, parce que faisaient les gamers, il n'y avait pas encore Internet à l'époque, ils prenaient leur PC sous le bras, ils se donnaient rendez-vous. Alors des fois, ils se donnaient rendez-vous à 3-4 chez un copain pour connecter leur PC et jouer l'un contre l'autre. Ou des fois, il y avait des sérieuses soirées organisées ou des week-ends entiers où il y avait des centaines de gens qui amenaient leur ordinateur, qui se connectaient et qui jouaient les uns contre les autres. Pour moi, c'est là où j'ai dit, c'est les précurseurs des communautés, c'est les précurseurs. On se rencontre, on a un intérêt commun et on fait tout ce qu'on peut pour aller le vivre ensemble. Alors maintenant, on a déjà entendu, aussi bien de Nicolas que de Julien, pardon, c'est online, évidemment, les joueurs se retrouvent énormément online partout et ils se retrouvent toujours autour de leurs joueurs préférés.
Donc ça peut être uniquement du online, ça peut être, avec Pokémon Go par exemple, des mélanges. C'est là qu'on a d'un seul coup vu ces communautés qui existaient et d'un seul coup qui étaient dans la rue. On pouvait voir tant de gens qui jouaient, on pouvait les identifier. Ou ça peut être dans les jeux, tous les jeux possibles, inimaginables qui sont offerts. Alors, qu'est-ce que ça fait une communauté de gamers? Parce que c'est là que ça devient intéressant. Qu'est-ce que ça fait pour qu'on puisse en apprendre peut-être quelque chose ou voir ce que ça peut devenir à l'avenir? Ça fait ce qu'on appelle le streaming. Alors là aussi, je dirais qu'on était assez précurseurs là-dedans. Ça a commencé sur YouTube, maintenant c'est sur Twitch, sur différents modèles, différentes plateformes. Eh bien, ça a remplacé la télé dans beaucoup de chambres d'adolescents et d'adultes. On regarde les autres jouer. Il y en a un qui joue et il y en a l'autre et qui donc broadcast son expérience de jeu pour les autres. Alors moi je connais ça à la maison, il y a mon fils plus jeune qui n'arrête pas de regarder le plus âgé en train de jouer, ça m'énerve, mais c'est comme ça, je ne peux pas lui en empêcher. Il est toujours derrière, il regarde, et ça c'est un phénomène mondial des communautés. Quand on aime un jeu, on regarde comment les autres jouent. On ne regarde plus la télé, mais on va regarder comment les autres jouent. Évidemment, quand on a un intérêt en commun, une valeur en commune, et ben on a envie de s'échanger là-dessus. Alors il y a des communautés de gamers sur tous les sujets possibles et inimaginables, sur les jeux évidemment, sur un jeu particulier quand on est vraiment engagé dans un jeu, mais il y a aussi des communautés sur ce qu'on avait comme mémoire dans les jeux, évidemment on va juger les jeux, donner son opinion, s'échanger énormément de façon très intense sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pourquoi, quel sujet est actuellement intéressant. Et puis, on a aussi des communautés qu'on appelle les cosplayers. Alors, quand la Game Connection à Paris, vous en avez sûrement vu de temps en temps dans la rue, ce sont des gens qui sont fans d'un certain jeu et qui vont rejouer ce jeu, mais qui vont se déguiser et jouer leur héros préféré. Et ces gens-là, ils se retrouvent sur des conventions pour revivre un peu leur héros préféré, mais à leur manière à eux. Qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, on en a déjà parlé, du e-sport. Ce sont les plus grosses communautés. Il y a une très très grande croissance dans ce domaine sur regarder online aussi. Il y a des millions de gens qui regardent online les tournois de e-sport. Et évidemment, il y a aussi centaines de milliers de gens qui vont dans les stades regarder jouer au jeu. Quelque chose qui est quand même très intéressant et qui, à mon avis, aussi va se développer ailleurs que dans le jeu, c'est tout ce qui est la création. Quand vous êtes un créateur de jeux vidéo, maintenant, si vous voulez que votre jeu ait du succès, il faut créer une communauté. Et quel est le meilleur moyen d'engager votre communauté et de lui faire s'occuper de votre jeu et parler de votre jeu? C'est de lui donner les moyens de participer à la création. Donc ça veut dire que vous donnez des outils à la communauté qui s'intéresse à votre jeu pour faire des nouveaux levels, faire des nouveaux caractères, faire des artworks qui vont avec, développer des nouvelles idées, des nouvelles histoires en fonction de votre jeu. Donc nous avons une communauté de gamers très très active dans ce domaine aussi. On fait des jeux, évidemment. Alors ça, il y en a offline. Le Global Game Jam, c'est quelque chose qui est maintenant assez connu finalement, où on se rencontre les gamers du monde entier, simultanément, dans plein de villes différentes, se rencontrent pour aller développer des jeux pendant 48 heures. Ils sont ensemble, forment des équipes, ont un sujet particulier et il y a des jeux qui sont développés. Mais ça existe aussi online. On n'a pas besoin de se rencontrer de façon physique pour aller développer des jeux ensemble. Maintenant, il y a des game jams qui se font uniquement online et qui permettent aux gamers de créer aussi. Et puis, ils se rencontrent. Alors, je vous ai apporté l'exemple du MAC. Là, c'était 2018, ils ont déjà fait une deuxième édition 2019. Ce que je trouvais très intéressant, c'est que c'est un nouveau salon qui s'est monté en Allemagne. Et ça ne s'appelle pas le salon du jeu vidéo. Ça s'appelle Dein Community Convention. Leur concept principal, c'est d'amener les communautés de joueurs pour se rencontrer. Parce que, évidemment, nous sommes très online. Donc, les joueurs, très souvent, se rencontrent d'abord online et commencent à jouer ensemble et à échanger online.
Mais à certains moments, il y a forcément un intérêt à aller se voir physiquement, à savoir qui c'est celui avec lequel j'ai joué. Et aussi à échanger. Et échanger, pour nous, c'est échanger online, mais c'est aussi se rencontrer, se connaître. Et ce sont des conventions qui montent énormément, qui attirent beaucoup, beaucoup de monde, de plus en plus, dans le domaine du gaming. Un phénomène aussi qui vient, je vais prétendre qu'il vient du jeu vidéo, mais en tout cas qui est très, très, très fort, très vite dans le jeu vidéo, c'est ce qui s'appelle le crowdfunding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande à tout le monde de financer un projet. Kickstarter, je crois, est assez connu. Il y a quand même plus de 25% des projets qui sont financés chez Kickstarter qui sont des jeux vidéo. Et si on rajoute les board games, je crois qu'on arrive à pratiquement 50%. Patreon, ce sont les créateurs qui veulent... C'est le mécénat supporté par des communautés actuellement. Donc, à l'époque, il y a quelques siècles, on avait un monsieur riche qui trouvait qu'on c'était bien ce qu'on faisait, il nous donnait de l'argent. Et bien maintenant, si vous faites quelque chose, vous pouvez le mettre online. Si les gens trouvent que c'est bien, ils vous donnent de l'argent. C'est du mécénat de communauté online. Ça se développe de plus en plus. Et c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être de l'argent, mais quand on parle de likes, de Twitter, c'est ça. C'est supporter, c'est avoir des supporters derrière soi. Et ça, c'est les communautés qui vous portent quand vous êtes un créateur. En revenant un petit peu, pourquoi ça marche tout ça, les communautés? Alors, il y a plein d'études qui sont faites, évidemment, parce que les communautés, c'est très, très important pour le jeu vidéo. C'est la clé du succès, d'avoir des gens qui sont là et qui aiment votre jeu, et qui ont envie de jouer, et qui ont envie d'échanger, et qui ont envie aussi de recommander, ce que je vous disais au départ. Si vous en convoquez un, il va les recommander à son copain, il va dire « t'as essayé ce jeu-là ?» et le prochain va encore essayer, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que nous regardons vraiment de façon très détaillée, on essaye de comprendre pour essayer de recommencer, mais on n'a pas de boule de cristal, donc c'est toujours compliqué. Comment on fait pour monter une communauté? Qu'est-ce qui va faire le succès d'une communauté? Et on a identifié ces 4 facteurs, qui sont la rémunération. Quand vous faites partie d'une communauté, vous voulez avoir quelque chose en échange. Alors, vous ne voulez pas forcément être payé, mais vous voulez être reconnu. Vous voulez avoir quelque chose. Alors là, il faut remettre le user, le gamer, la personne qui est dans la communauté. Pourquoi il fait ça? Il a envie d'être reconnu, il a envie qu'on sache que c'est le meilleur à tel endroit, il a envie d'aider. Il a juste envie qu'il y ait quelqu'un qui lui dise merci parce qu'il a aidé à passer un level qu'il n'arrivait pas. Mais il y a quelque chose, quand on fait partie d'une communauté, on a envie d'avoir une rémunération derrière qui fait qu'on est satisfait. Ensuite, influence. Quoi qu'on soit dans cette communauté, on veut appartenir à une communauté quand on sait qu'on va pouvoir avoir un peu d'influence. Un peu ou plus. Mais on ne peut pas faire partie d'une communauté et avoir l'impression que ça ne sert à rien. Donc il faut qu'on ait l'impression, et c'est pour ça que quand on gère une communauté, il est très important d'écouter tout le monde. Il faut que les gamers aient l'impression qu'on les écoute, pas que l'impression qu'on les écoute vraiment, qu'on les écoute et qu'ils soient entendus sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils commentent. Signification. Oui, alors ça c'est un peu paradoxal parce qu'en général on aime bien appartenir à des communautés qui sont grosses et pourtant on veut avoir quelque chose où on pense que ça apporte du sens. Donc évidemment, c'est quand on croit à quelque chose, on veut que ça ait du sens derrière aussi. Et pour finir, belonging, donc l'appartenance. Toutes les communautés ont plus ou moins des grands signes de reconnaissance. J'espère que vous avez tous... ou bien il y a des fans de Fortnite, ou bien il y a des fans de foot dans la salle. Et ceux qui sont fans de foot, ils connaissent certains footballeurs. Moi, je suis nulle en foot, donc je ne vais pas vous dire les noms, qui font des danses de Fortnite quand ils ont fait un but. C'est tellement génial d'avoir trouvé ça comme signe de reconnaissance. Quand vous êtes capable de faire une petite danse de Fortnite, ça veut dire dans le jeu, à un moment, vous êtes capable, vos personnages peuvent apprendre ça. C'est un mouvement de danse, enfin je ne sais plus combien il y en a des milliers maintenant de mouvements de danse particuliers qui fait que vous reconnaissez. On a des petits boutons qui sont accrochés au revers pour montrer qu'on est partie d'une communauté. Ça peut être externe, ça peut être juste une façon de se comporter, mais en tout cas, c'est une reconnaissance que l'on veut avoir. On fait partie de cette communauté. Alors maintenant, je vous ai apporté encore un petit peu les tendances que nous voyons dans le gaming, parce que je crois vraiment, en préparant cette présentation d'autant plus, j'ai vu nous sommes beaucoup précurseurs dans beaucoup de domaines. Donc il y a le fait de la constant online, être
toujours ensemble, toujours connectés. Je parlais tout à l'heure de Discord, de serveurs. On voit très bien que tous nos développeurs, tous nos jeunes, tous les passionnés de jeux vidéo sont constamment dans leur communauté. Vous êtes tout le temps online, vous êtes tout le temps en contact. Et moi, des fois, j'ai du mal quand nos étudiants écrivent leur bachelor ou bien leur master, je leur demande d'arrêter et d'aller complètement offline. Et ce qu'ils ne comprennent pas, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à comprendre de faire ce pas, de se déconnecter de leur communauté et d'être seuls pour quelques jours, au moins, pour finir d'écrire leur examen. Et c'est quelque chose que nous voyons de façon très, très intensive. Autre chose aussi, ce sont les micro-communautés. On recherche un peu cette confiance, on recherche des choses très particulières entre soi, des choses très spéciales qui font que les communautés sont petites, mais se comprennent très très bien aussi. Quelques exemples, ce que font les gamers communautés, un petit peu. Alors, pourquoi c'est intéressant? On a déjà eu un petit peu l'exemple avant de Julien, je crois. Quand on fait partie d'une communauté de gamers, la plupart du temps, on s'entraîne au leadership, à la communication, au teamwork, au managing of information. Donc ça, c'est clair. Tous les jeunes qui font partie de ces communautés, qui ont organisé des raids online avec d'autres, ils ont l'habitude de travailler ensemble, de s'organiser, de penser stratégiquement, de penser aux autres, de travailler en équipe et ainsi de suite. Donc quand même, on se prépare pas mal à la vie réelle quand on fait du online. C'est toujours ce que je me dis quand j'ai des problèmes avec mon fils qui joue trop. Ou c'est celui que lui, il me dit à chaque fois. Les gamer community sont aussi très, très conscients de leur impact maintenant. Les développeurs de jeux sont conscients qu'ils ont accès aux jeunes et qu'ils ont accès, qu'ils peuvent porter des messages. Alors, je vous ai apporté quelques exemples qui sont très, très actuels. Il y a un jeu qui est en train d'être développé en Allemagne qui s'appelle Through the Darkest of Time, qui est sur l'Allemagne nazie, sur la résistance. Et ces développeurs ont commencé toute une initiative en disant que les jeux, c'est aussi une façon de la commémoration, c'est aussi une façon de raconter l'histoire. Et malheureusement, dans beaucoup de jeux, l'histoire est mal racontée. Il y a beaucoup de choses qui sont oubliées, ou c'est pas forcément très précis ce qui se passe dans la Seconde Guerre mondiale, la Première, et ainsi de suite. Et ils ont maintenant commencé cette initiative de dire, nous, on va raconter ça de façon réelle, on fait un jeu, on ne fait pas un jeu éducatif, on veut faire un vrai jeu, ça va être fun à jouer, mais on veut que le contexte historique soit là. Et c'est ce genre d'initiative qui se met en place par ces jeunes gamers qui sont conscients aussi du pouvoir qu'ils ont vis-à-vis avec leur communauté, avec les autres gens qui vont faire jouer. Et un autre exemple, Jessica, ce sont des développeurs du Cologne Game Lab, enfin des ex-étudiants du Cologne Game Lab, qui sont en train de faire un jeu qui montre la radicalisation. Donc sur le modèle du NSU, du process NSU, comment quelqu'un de normal, entre guillemets, va se radicaliser au fur et à mesure du temps. Et qui, pareil, ont commencé une initiative pour expliquer, sachant très bien qu'ils ont besoin de parler de ces sujets, et c'est leur façon à eux de s'exprimer, c'est leur façon de faire de l'art et de déclencher un discours là-dessus. Exemple rapide, alors complètement différent, c'est Deutsche Telekom, donc les télécoms allemands, qui ont financé un jeu qui s'appelait Sea Hero Quest. Alors ça, c'était pour aider des chercheurs sur la démence, qui avaient besoin de beaucoup de données sur l'orientation spatiale des gens. Comment on fait quand on regarde une map, après pour naviguer, quels sont les mouvements qu'on fait pour mieux comprendre la démence. Ils ne savaient pas comment rassembler autant de données possibles. Ils ont fait un petit jeu, ils l'ont mis online, ils ont fait du bon travail de communauté, 4,3 millions de players qui ont joué gratuitement à ce jeu et qui ont donné leurs données aux chercheurs pour faire avancer la recherche contre la démence. Les communautés online, souvent aussi, là on passe un peu en dehors du gaming traditionnel, je dirais. Le premier exemple, c'est un jeu qui est en train d'être développé en Allemagne. Je pense que vous connaissez tous les situations fitness center où on regarde un truc qui est complètement débile, où on a apporté sa propre tablette, on est tout seul
Et c'est pas intéressant, c'est pas très motivant, et puis on est en train de courir sur son encore quelques minutes. J'ai bientôt fini aussi. On est en train de courir sur son tapis. Et ben maintenant, ils ont fait un jeu où en fait, vous pouvez vous connecter avec l'app et directement, vous allez... c'est vous avez votre avatar qui court, donc qui fait exactement ce que vous faites. Le truc, c'est qu'en plus, vous pouvez dire à la demoiselle d'à côté, si elle veut, elle peut jouer avec vous. Donc, vous allez courir l'un contre l'autre. Mais en plus, vous pouvez appeler votre copain de Munich qui lui dit « Si tu vas au fitness center, on se fait une course à tous les deux. » Et donc, vous allez avoir une toute autre motivation de courir. La prochaine fois, votre copain de Munich, il va vous dire « Hey, je t'ai battu de 5 minutes sur la dernière track. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner au fitness center. C'est quand même pas possible. C'est quand même moi le meilleur de nous deux. » Et ainsi de suite. Donc, cet effet communauté a des effets réels offline. Et puis, je vous ai mis aussi le petit exemple de Duolingo. Ça fait 2 mois que j'apprends l'espagnol. Mais alors, moi, je ne suis pas très communauté. Je ne suis pas très joueuse comme ça sur les petites apps. Mais alors, quand mes fils me disent que dans la liste, ils m'ont battu, quand même, ça m'énerve. Donc, j'y retourne. Et c'est exactement l'effet. On m'oblige presque à faire partie de cette communauté. Si je m'arrêtais juste à faire l'espagnol, je pense qu'il y a eu un moment j'arrêterais parce que on n'a jamais le temps quand on travaille. Sauf que comme là, il y a un effet communauté derrière, que je sais qu'il y en a d'autres qui font la même chose que moi, et quelque part on a ce petit intérêt commun à apprendre l'espagnol, ça me fait avancer. Très rapidement, évidemment, les communautés online de gamers ont de l'effet aussi offline. Je ne sais pas combien de mariages on a célébrés, de settlers online, de gens qui s'étaient rencontrés online, d'enfants qui étaient nés, et ainsi de suite. Il y a des effets négatifs. La toxicité sur Internet, parce qu'on a cette identité 2.0, est là, est très forte. Et les communautés de gamers aussi discutent beaucoup là-dessus. Comment faire pour que le débat soit mené? Et pour finir, j'ai encore 2 exemples adorables. Ça, ce sont des ex-étudiants du Cologne Game Lab aussi, qui ont fait quand même un calendrier. Ils utilisent leur communauté pour... alors, Nackt gegen Nazi, en allemand, c'est nu contre les nazis. Ils utilisent leur communauté pour parler d'un sujet particulier. On a des youtubeurs qui sont spécialisés dans le jeu vidéo, c'est déjà la 4e année, qui organisent un 24 heures marathon. Alors à l'époque, quand j'habitais en France, encore ça s'appelait le Téléthon. Téléthon, voilà. Donc ça, c'est le Téléthon moderne des youtubeurs. C'était il y a 2 semaines en Allemagne, ils ont ramassé 1 million d'euros. Et évidemment, pour la discussion, c'est la dernière slide, c'est promis, on en est aux communautés virtual reality. Donc ça existe déjà, les gamers qui se rencontrent en réalité virtuelle, qui vont jouer en réalité virtuelle, qui n'ont plus besoin d'aller online ou qui vont se rencontrer ensemble. Je pense que ça peut ce soir beaucoup résoudre nos problèmes. On aurait tous été là, mais on n'aurait pas eu besoin de faire de kilomètres dans Paris. Est-ce que ça va nous développer des doubles personnalités? Il y a un film que je vous recommande où on parle beaucoup de jeux, mais qui est vraiment intéressant à regarder, c'est Ready Player One, qui est sorti, je crois, il y a 2 ans maintenant dans les cinémas, qui parle vraiment exactement de l'évolution de la société, des communautés en partant du jeu et qui donne beaucoup d'intérêt. Merci.